How Bruce Lee died? 20th, 1973, Bruce Lee died tragically at the age of 32. The official cause of death, a fatal reaction to aspirin. Bruce Lee, le personnage emblématique des arts martiaux du dernier siècle, était mondialement connu pour sa silhouette incroyable et ses techniques d'action. Tout comme Bruce Lee s'apprêtait à devenir une superstar mondiale, il s'effondra dans des conditions douteuses. Plus de 50 ans après sa mort, la superstar mondiale d'action, Jackie Chan, son protégé, clarifie les circonstances entourant la disparition de son mentor, répondant aux principales questions concernant la mort de Bruce Lee. Pourquoi personne n'a-t-il pensé à pratiquer une autopsie pour élucider la mort soudaine de Bruce Lee? Quel rôle sa famille a-t-elle joué en alimentant les rumeurs de crime? Bruce Lee a-t-il été assassiné par des membres du monde criminel de Hong Kong? Rejoignez-nous dans cette vidéo révélatrice alors que Jackie Chan éclate en larmes. La mort de Bruce Lee n'est pas ce que l'on vous raconte. La mort soudaine et inattendue de la légende des arts martiaux. Bruce Lee a envoyé des ondes de choc à travers le monde. Lee, qui était sur le point de connaître une superstardom mondiale après son grand film hollywoodien, est mort dans des circonstances douteuses. Depuis ce jour tragique, il y a près de 50 ans, des spéculations ont circulé sur la véritable cause du décès prématuré de Lee. Le nom de Bruce Lee évoquait automatiquement des images de puissance, de rapidité et de prestige, incarnant ainsi la vision que le monde avait de Lee. Né à San Francisco, en Californie, en 1940 de parents cantonais, Lee a été élevé à Hong Kong après le retour de sa famille en Chine lorsqu'il avait 3 mois. Le père de Bruce Lee, Lee Hoi-Chuen, était un célèbre chanteur d'opéra et acteur de cinéma. Ainsi, Bruce Lee est apparu dans environ 20 films chinois lorsqu'il était enfant. Le dynamique Bruce Lee était athlétique et pratiquait la danse cha-cha et les combats sur les toits. Cette attirance pour la kinesthésie corporelle l'a conduit à étudier les arts martiaux formellement sous la direction du légendaire maître Wing Chun, Yip Man, à l'âge de 14 ans. Après le lycée, Bruce Lee déménagea à Seattle pour étudier le théâtre et la philosophie à l'Université de Washington. En 1959, il gagnait sa vie en enseignant les arts martiaux et en travaillant à des emplois divers pour survivre. C'est à cette époque que Bruce a développé son style d'arts martiaux, le Jeet Kune Do. Il s'agissait d'une rupture avec la tradition, privilégiant la praticité, la flexibilité et ses premières expériences en escrime et en boxe. Cela a apporté une vision unique des arts martiaux. Après son mariage avec Linda Emery en 1964, Bruce a continué à enseigner les arts martiaux et a ouvert son premier studio d'arts martiaux à Seattle, attirant l'attention par son style d'enseignement unique. À l'adolescence, on dit que Lee participait à des combats sur les toits contre des écoles rivales d'arts martiaux à Hong Kong. Malgré des adversaires souvent plus lourds que lui, Lee aurait remporté combat après combat avec ses frappes d'une rapidité éclair. On disait qu'il bougeait comme un cobra et mettait fin au combat en quelques secondes. Le cascadeur Gene LeBell se souvient que Lee a fait taire un figurant qu'il avait confronté sur le plateau. Lee a assommé le challenger trop confiant après plusieurs coups puissants. Bruce Lee a participé et étonné les spectateurs au championnat international de karaté de Long Beach en 1964, ouvrant ainsi des portes pour lui permettre de démontrer son style unique à l'écran. Il a d'abord joué le rôle d'un acolyte dans la série télévisée Le Frelon Vert, attirant ensuite l'attention de grands producteurs de films de Hong Kong. Cela a conduit à un contrat de 2 films avec Golden Harvest. Après avoir donné une démonstration d'arts martiaux lors de la compétition de karaté, Lee a été défié par le ceinture noire de taekwondo Vic Moore. Moore a lancé un puissant coup de pied directement vers la tête de Lee, mais il a été dévié sans effort. Lee a alors contre-attaqué avec une vitesse éblouissante, envoyant un coup de poing juste devant le visage de Moore pour faire passer son message. Moore a admis plus tard: « Je savais que j'étais totalement dépassé. » Même des artistes martiaux de haut niveau se sont retrouvés impuissants face à la classe exceptionnelle de Lee.
Le médaillé d'or en judo Bud Shinohara se souvient d'un jour où il a fait des exercices avec Lee. Je l'ai attrapé, et Bruce n'était tout simplement plus là. Il s'était échappé instantanément. Avant que je m'en rende compte, il a exécuté une balayette qui m'a envoyé droit au sol. Shinohara a été humilié par les dons de combat surhumains de Lee. Les poings de la fureur et la fureur du dragon, sortis en 1971 et 1972, ont propulsé Bruce Lee au statut de vedette en Asie. Le jeu de la mort, filmé à Rome, a continué son ascension. Opération Dragon a été coproduit par Warner Bros. Et était prêt à faire entrer le genre dans la culture occidentale, grand public. C'était un tournant pour Lee et les arts martiaux à l'échelle mondiale. Mais quelques jours seulement avant la sortie d'Opération Dragon, Bruce Lee est mort d'une réaction allergique à un médicament. Il avait 32 ans. La mort prématurée de Bruce Lee reste et a toujours été entourée de mystères. La cause officielle était un œdème cérébral, un gonflement du cerveau. Le rapport indiquait que Lee avait eu une réaction indésirable à un médicament analgésique qu'il avait pris pour un mal de tête. Ce rapport semblait bien trop pratique pour le toujours actif Bruce Lee. De nombreux leaders d'opinion pensent que Lee a été assassiné par les Triades de Hong Kong, un groupe de puissantes organisations criminelles connues pour toutes sortes de crimes, notamment le trafic de drogue, la contrefaçon et le blanchiment d'argent. On peut se demander quel lien un icône cinématographique exemplaire pouvait avoir avec les membres du monde criminel asiatique. Il se pourrait que la renommée de Lee et SA Project, visant à introduire les arts martiaux chinois dans la culture occidentale, ait contrarié la syndicat. Les Triades de Hong Kong ont une histoire remontant au XVIIIe siècle, ce qui en fait une organisation très conservatrice et traditionnelle. On dit que le meurtre de Lee était une façon de protéger leur territoire. Malgré la popularité de cette nouvelle, il n'y a eu aucune preuve claire reliant quelqu'un du monde criminel de Hong Kong à la disparition de Lee. Cependant, Bruce Lee s'était effondré à Hong Kong l'année précédente. Les médecins ont également attribué cet incident à une réaction à un médicament. Cependant, cette tendance aux effondrements à Hong Kong semble trop suspecte pour être normale. Les membres de la famille de Bruce Lee ont contribué au mystère. Sa femme parlant de son obsession à expérimenter avec des liquides et des poudres des mois avant sa mort. Elle a déclaré qu'il voulait désespérément développer un complément nutritionnel. Cette révélation a suscité de nombreuses questions dans l'esprit de ses fans et de ses associés commerciaux. Des substances non testées pourraient-elles avoir causé des problèmes imprévus? Lee a-t-il pris une poudre mystérieuse le jour de sa mort? Pour aggraver les choses, la mort de Bruce Lee n'a pas été pleinement enquêtée à l'époque. La police n'a pas pratiqué d'autopsie. L'histoire du médicament du médecin leur suffisait. C'était inouï pour une star de son niveau décédé dans des conditions mystérieuses. Cela ne faisait qu'approfondir davantage les incertitudes entourant le décès prématuré de Lee. En revenant en Amérique, des rumeurs circulaient selon lesquelles la participation de Bruce Lee à Hollywood et sa montée fulgurante en tant qu'asiatique en 1970 en ont fait une cible. Il est également possible que Lee ait découvert un sombre secret sur les puissances en place à Hollywood et qu'il voulait le faire taire à tout prix. Il ne fait aucun doute qu'Hollywood est un réseau de secrets. Récemment, des discussions ont eu lieu sur le fait que son rigoureux programme d'entraînement a peut-être joué un rôle dans l'arrêt de son organisme. Les experts médicaux affirment que l'entraînement excessif de Lee aurait pu endommager gravement sa santé de manière incomplètement comprise à l'époque. Certains disent que ces conditions combinées ont entraîné un coup de chaleur. Une analyse récente de la routine physique de Lee montre sa nature extrême. Il croyait en choquant constamment le corps pour stimuler la croissance, expliquant que le physique devait refléter le spirituel. Il a développé des méthodes d'entraînement innovantes utilisant des équipements simples tels que des bandes de résistance, des gilets lestés et un appareil d'exercice autoconçu utilisant des poulies et des chaînes pour des mouvements dynamiques sur l'ensemble du corps. Son entraînement intensif des jambes impliquait des squats profonds, avec plus de 300 livres sur son dos. Cela pourrait avoir contribué à ses problèmes récurrents de dos, et les experts ont déconseillé de charger la colonne vertébrale avec un poids disproportionné.
Lee a également expérimenté de manière approfondie avec des compléments alimentaires, des poudres protéinées, des vitamines et des shakes à base d'ingrédients tels que le pollen et la chlorelle. On dit aussi qu'il consommait environ 30 à 40 bombes vitaminiques par jour, tout en utilisant des stimulants. Il a mentionné une fois l'utilisation d'éphédrine pour perdre du poids pour des films. Il a également été l'un des premiers à adopter le stimulateur musculaire électrique pour intensifier les entraînements. Sa régimentation pionnière est entrée en conflit avec la science sportive en évolution. Sans aucun doute, sa disparition a laissé un vide permanent dans le cinéma, la culture et les arts martiaux. 50 ans après sa disparition, l'impact de sa vie continue de résonner dans la culture à ce jour. Avant Bruce Lee, les acteurs asiatiques étaient essentiellement inexistants dans les gros films hollywoodiens. Lee a joué un rôle essentiel en brisant ces barrières raciales et en ouvrant la voie à la représentation asiatique sur grand écran. Avec ses performances envoûtantes, il a attiré l'attention des dirigeants d'Hollywood qui voulaient capitaliser sur sa sensation unique. Sa formation en tant qu'acteur a également donné un acteur principal bien rodé, capable de montrer la profondeur des personnages. Il a démontré une présence à l'écran imposante au niveau des stars établies et a ouvert l'Asie au monde occidental en tant qu'audience viable, valant des milliards de dollars. Dès 1973, Warner Bros. A pris l'initiative audacieuse de choisir Lee comme personnage principal pour Opération Dragon. Le film, qui a rapporté 25 millions de dollars au box-office seulement, a déclenché une vague dans les arts martiaux. Il a également joué un rôle majeur dans le remodelage des perceptions mondiales de la masculinité asiatique. Sa silhouette montrait la confiance, la force et la maîtrise, contrairement aux stéréotypes asiatiques faibles et diminués. Au-delà de ses exploits dans la rupture des frontières, Lee a redéfini à quoi ressemblait la chorégraphie d'action. Son athlétisme et sa solide compréhension de la philosophie des arts martiaux ont donné lieu à une séquence de combats jamais vue auparavant. Son style d'arts martiaux intégrait des mouvements de différentes disciplines, laissant le public dans l'admiration. Il était capable de transmettre le drame à travers le combat, d'incarner le contrôle et de se déplacer avec rapidité. En d'autres termes, il a réimaginé jusqu'où les films d'action pouvaient aller. Avant Lee, les arts martiaux étaient une pratique enveloppée de mystère depuis de nombreux siècles. Elle se pratiquait principalement dans l'ombre et était largement mystérieuse pour les étrangers. Les films de Lee montraient la puissance et la discipline nécessaires pour maîtriser les arts. Le taux d'inscription au karaté, au kung-fu et au taekwondo a explosé avec une nouvelle génération de jeunes s'abonnant aux rigueurs des arts martiaux. On peut soutenir que l'un des impacts les plus importants de Lee sur la culture a été son accent sur les aspects spirituels, mentaux et de construction de caractère des arts martiaux. Ce principe allait au-delà de la maîtrise des techniques physiques pour une approche holistique permettant au public d'apprécier la profondeur et la richesse des traditions martiales ancestrales. Bruce Lee a réintroduit le monde aux arts martiaux chinois de son enfance, notamment le Wing Chun, le Northern Shaolin et le Tai Chi. La discipline et la concentration inculquées par ces arts ont résonné chez les pratiquants de tous horizons. À ce jour, Lee est considéré comme la figure la plus cruciale pour susciter l'intérêt pour les arts martiaux chinois en Occident. L'effet suivant, et probablement le plus durable, de l'héritage de Bruce Lee est un légendaire acteur chinois de 67 ans, avec plus de 150 films à son actif, Jackie Chan. Connu pour ses acrobaties comiques et ses cascades intrépides, Jackie Chan divertit le public du monde entier depuis plus de 50 ans, devenant l'une des stars de cinéma les plus universellement appréciées. Son parcours a commencé humblement à Hong Kong, avant de monter en notoriété grâce à la persévérance et à l'innovation. Né à Hong Kong en 1954 de parents travaillant pour l'ambassadeur français, Chan a vécu sur les terres du domaine de Victoria Peak. Il a gagné le surnom de boulet de canon en raison de ses difficultés académiques et de son comportement espiègle à l'école. Enfant acteur, Chan est apparu dans quelques films en tant que figurant. Il s'inscrira plus tard à l'Académie de théâtre de Chine pour étudier les arts martiaux, l'acrobatie, le chant et le jeu d'acteur.
Il est apparu en tant que cascadeur dans plusieurs films pendant des années, avant de recevoir enfin son premier rôle principal, dans le film de 1973, Le Petit Tigre de Canton. Ses performances phares viendraient avec L'Ombre du Serpent, en 1978, et Le Maître ivre. Cette performance combinait action et comédie et propulsait Chan au rang de vedette mondiale. Jackie Chan voulait distinguer son style de celui de son légendaire prédécesseur, Bruce Lee. Alors que Lee était sévère et grave, Chan a créé une personnalité de Monsieur Tout-le-Monde, centrée sur l'humour et des cascades élaborées et risquées. Certaines des techniques caractéristiques de Chan incorporent des séquences de parcours et l'utilisation d'objets aléatoires comme armes improvisées. Chan a finalement percé à Hollywood avec Rumble in the Bronx en 1995, qui a rapporté 32 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Son succès a conduit à la sélection de Chan aux côtés de Chris Tucker dans Rush Hour en 1998, un grand succès qui a établi Chan comme une célébrité internationale, capable de passer en douceur entre les marchés cinématographiques asiatiques et américains. Certaines des œuvres les plus appréciées de Jackie Chan comprennent la série Police Story, Monsieur Nice Guy, Qui suis-je et Shanghai Noon. Il a effectué de nombreuses cascades lui-même, entraînant des blessures fréquentes. Bien que cette approche ait valu à Chan du respect, il a été critiqué pour des scènes jugées excessivement dangereuses. Enfant, Chan idolâtrait Bruce Lee. Il l'a rencontré pour la première fois en tant que cascadeur sur le plateau de La Fureur du Dragon en 1972, travaillant ensuite avec lui sur Opération Dragon. Chan avait alors 17 ans, mais cette rencontre fatidique a commencé une amitié qui l'a profondément marqué. Chan a vu Lee pour la première fois à l'écran dans le film de 1966, Le Frelon vert, complètement fasciné par la présence dramatique de Lee et ses coups de pied d'une rapidité fulgurante. Sur le plateau de La Fureur du Dragon, Chan a admis que son cœur battait d'excitation car il ne pouvait pas attendre de voir son héros d'enfance. Lee est arrivé calme et confiant, et Chan l'a décrit comme la perfection. Un jour, Chan s'entraînait seul sur le plateau, travaillant sur ses coups de pied. De nulle part, Lee s'est approché et s'est présenté. Chan pouvait à peine articuler des mots, bafouillant que c'était un honneur de le rencontrer. Lee a souri et a commencé à donner des conseils à Chan sur sa technique, lui montrant comment passer en douceur d'un coup de pied à d'autres mouvements. Lee a dit à Chan qu'il avait un bon potentiel et qu'il pourrait devenir une star un jour avec du travail acharné. Chan a pris ces paroles d'encouragement à cœur. Lee a enseigné à Chan des leçons importantes sur la persévérance et l'humilité qui l'ont guidé tout au long de sa montée ultérieure vers la célébrité. Quand Jackie Chan a appris la nouvelle choquante de la disparition de Bruce Lee, il a été dévasté. Cela a encore alimenté sa motivation pour percer dans l'industrie et honorer l'héritage de Lee. Chan savait qu'il avait reçu une sagesse directement du maître lui-même et a promis de faire honneur à ses leçons. Évoquant ses souvenirs de Lee, Chan l'a décrit comme fort, confiant et en parfaite santé. Chan a dit « Bruce n'a jamais été malade. Il n'attraperait même pas un rhume. » Cela a alimenté des théories du complot, affirmant qu'un acte répréhensible était impliqué dans la mort de Lee, bien qu'aucune preuve ne le soutienne. Lors d'une interview récente, Jackie Chan a donné ses pensées sur les rumeurs persistantes concernant la perte de son idole d'enfance. Il a déclaré que le public avait simplement été informé que Lee s'était évanoui et était tombé dans un coma dont il ne s'est jamais réveillé. Jackie Chan est intervenu pour dissiper les rumeurs selon lesquelles les triades chinoises ou d'autres groupes criminels organisés étaient impliqués dans la mort de Lee. Il a annoncé qu'il n'y avait aucune vérité dans la rumeur. Chan a déclaré que bien que les autorités n'aient trouvé aucune preuve d'un jeu malveillant, la tragédie semblait encore fraîche. Commentant les conjectures selon lesquelles l'entraînement extrême et le régime alimentaire de Lee ont causé des problèmes sous-jacents, Chan reconnaît que c'étaient des époques différentes, plus primitives. Ils ne connaissaient pas autant la santé et la nutrition. Ils poussèrent leur corps à la limite en s'entraînant pendant des heures tous les jours. Il a déclaré que bien que nous ne saurions jamais avec certitude, il est possible que Bruce ait pris quelque chose auquel il a mal réagi.
Jackie Chan ne cesse jamais de faire savoir au monde l'impact que Bruce a eu sur lui. Cependant, il met en garde contre les informations exagérées avec peu ou pas de preuves. Jackie Chan a vu comment le charisme magnétique et l'athlétisme de Lee captivaient le public et était déterminé à perfectionner ses compétences pour captiver le monde également. Pendant le tournage de Opération Dragon, Lee a insisté auprès de Chan sur la nécessité d'humilité, de travail acharné et de persévérance pour réussir dans l'industrie. Chan a tenu à différencier son propre style de celui de Lee, mettant davantage l'accent sur l'humour burlesque et les cascades spectaculaires par rapport à l'intensité et à la maîtrise des arts martiaux de Lee. Chan était déterminé à ne jamais imiter Lee, mais à créer sa propre empreinte unique. Les mouvements et la philosophie de Lee sont largement présents dans les films de Chan, à la fois comme hommage et inspiration. La franchise Rush Hour rend un hommage direct à Lee, avec Chan exhibant le célèbre coup de poing d'un pouce de Lee, et les compétences équivalentes de nunchaku de Chan affichent des techniques apprises directement du maître lui-même. Au-delà de la chorégraphie des combats, Chan canalise l'accent de Lee sur l'émotion par rapport à la technique. Il apporte exubérance et charme aux séquences d'action, montrant que l'esprit de Lee vit à travers lui. Mais selon Chan, personne ne peut reproduire la passion pure de Lee. Il a déclaré « La façon dont Lee regardait dans la caméra, pleine d'intensité, il était unique en son genre. » Jackie Chan n'est pas le seul acteur influencé par Bruce Lee. Il a également inspiré le boom des arts martiaux en inspirant des icônes telles que Chuck Norris, Jet Li et Jean-Claude Van Damme. Chuck Norris était un champion de karaté compétitif en pleine ascension lorsqu'il rencontra Lee sur le plateau de La Fureur du Dragon. Il est largement considéré comme l'homme qui a pris la relève en tant qu'acteur principal d'arts martiaux. Jet Li était également un prodige du wushu, que Lee a montré qu'il était possible de réussir mondialement. Jet Li a déclaré qu'il est allé en Amérique à cause de l'inspiration et des conseils de Bruce Lee. Jet Li deviendrait plus tard l'un des plus grands acteurs chinois d'arts martiaux. Jean-Claude Van Damme était un enfant intimidé en Belgique qui a trouvé du réconfort dans les films de Bruce Lee. Il a dit une fois que Lee lui a donné la confiance de croire en lui-même, de tenir tête à ses oppresseurs et d'apprendre les arts martiaux. Van Damme deviendrait finalement une superstar mondiale de l'action. Tous les trois reconnaissent l'impact de Lee sur leur métier. Utilisant des compétences, des techniques et des poses différentes, le travail de Bruce Lee continue de vivre. Bien qu'ils investissent tous à des niveaux élevés d'entraînement, ils admettent que Lee était unique et opérait à un niveau presque immortel. L'impact de Bruce Lee a transcendé le cinéma pour s'étendre à la culture populaire. Bien avant que Kanye West et Michael Jordan n'aient un impact majeur sur la mode, Bruce a popularisé le streetwear, les nunchakus, les pantalons Wing Chun et les chaussures de Kung Fu. Sa manière fluide et contrôlée de se mouvoir a également inspiré les danseurs et chorégraphes. Le légendaire collectif de hip-hop, Wu-Tang Clan, a créé une chanson hommage qui échantillonnait les cris emblématiques de Lee et les bruits de combat. L'attrait de Lee est sans frontières, même évident dans la musique afrobeat nigériane, où il incarne les thèmes du genre liés à la lutte et au dépassement. De nombreux groupes nigérians utilisent des extraits des cris célèbres de Lee, symbolisant l'esprit combatif de leur peuple. Merci de regarder un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur la vidéo à l'écran pour voir plus de vidéos époustouflantes comme celle-ci.